Parfois cynique, parfois confiant, mais jamais complaisant. Francis Gosselin. Aujourd'hui, la Fédération autonome de l'enseignement a dévoilé un sondage pour le moins inquiétant. 90% des enseignants ont déclaré être victimes de violences d'une façon ou d'une autre. On en parle avec Gabriel Nadeau-Dubois, ex-chef de Québec solidaire, maintenant porte-parole en matière d'éducation du parti. Bonjour, Gabriel. Bonjour, M. Gosselin. On peut se tutoyer. Je sais, on n'a pas convenu ça avant l'émission, mais puisque nous sommes d'âge et de prestance peut-être équivalents. Selon le sondage, 74% des personnes répondantes estiment que la violence est plus présente aujourd'hui qu'en début de carrière. Qu'est-ce qui explique cette hausse de la violence sur une génération, selon toi? Moi, c'est sûr, je suis pas sur le terrain des écoles au quotidien, mais quand même, je fais la tournée des écoles primaires et secondaires depuis le début de l'automne, maintenant que je suis responsable d'éducation pour ma formation politique. Et ça, c'est quelque chose que j'entends dans toutes les classes. Sans doute le sujet qui revient le plus souvent, celui de la violence, puis celui en particulier de l'augmentation de la violence dans les écoles. Bien sûr, c'est pas pareil partout. Il y a des endroits où c'est bien pire. Bien sûr, dans les milieux défavorisés, c'est là qu'on voit le plus de violence. Et quand je pose la question aux profs, parce que je la pose souvent, selon vous, qu'est-ce qui explique cette augmentation de la violence? On me parle d'abord de familles qui sont de plus en plus elles-mêmes dysfonctionnelles, elles-mêmes affectées par des abus de la violence ou de la grande pauvreté. Un enfant qui est violent, on parle d'enfants là, de 8, 9, 10, 11 ans. Les enfants du primaire qui sont violents, c'est parce que c'est des enfants qui souffrent. Et si les enfants souffrent, c'est qu'ils vivent souvent des situations extrêmement difficiles dans les familles. Puis bien sûr, il y a l'impact de la pandémie. Ça, tous les profs me le disent. Il y a un avant et il y a un après la pandémie en matière de dégradation du climat. J'ai d'ailleurs vu quelques commentaires là, sur les réseaux sociaux suite à la publication de ça. Certains disaient c'est un peu rapide d'accuser les parents. La pandémie, on l'a tous vécu. Puis je voulais t'entendre, Gabriel, là-dessus, parce que dans le sondage, là, on parle de 90% des répondants qui disent s'être fait frapper, bousculer, mordre, cracher. Tu parles de deux petites filles. Je me rappelle plus leur âge. Je suis papa, moi aussi. 1 et 4 ans. C'est ça. Et moi, de deux petits garçons dans ces âges-là également. Je voulais un peu, parce que j'ai comme l'impression que c'est aussi un peu le propre, tu sais, d'une certaine phase, là, puis je ne justifie pas la violence, mais mon petit garçon, ça lui arrive d'avoir des moments de colère, et ça fait partie de l'éducation que justement d'apprendre à contrôler ses émotions, etc. Est-ce que c'est pas un peu justement est-ce qu'on fait pas une tempête dans un verre d'eau? Encore une fois, ça semble vouloir minimiser la violence, mais de dire, les enfants sont violents, là. Ils arrivent pas avec un fusil comme aux États-Unis ou un couteau, là, qui mènent de petites colères, là. Des enfants qui perdent les pédales, des enfants qui se fâchent, des enfants qui deviennent un peu agressifs. Ça a toujours existé, certains plus que d'autres. Par contre, là, ce à quoi on assiste dans les écoles au Québec, c'est très, très inquiétant. C'est franchement troublant. On parle on parle pas juste d'une petite crisette d'un enfant de 5 ou 6 ans, là. Moi, j'étais mardi dernier dans une école primaire à Trois-Rivières. J'en parlais tantôt, je fais la tournée des écoles primaires et secondaires. Je m'en vais luncher avec les profs, puis je jase de leur quotidien. Puis il y a une équipe de profs, donc, dans cette école de Trois-Rivières, c'est une école primaire, qui m'a remis un document, une lettre dans laquelle elles racontent leur quotidien. Puis je vous en lis un extrait juste pour vous donner une idée, quand on parle de violence, de quoi est-ce qu'on parle? Et on est dans une école primaire. Des très jeunes enfants. Exactement. On parle donc de chaises et de bureaux qui volent à côté de nos têtes, des tentatives de nous poignarder avec des crayons aiguisés, des crachats au visage, des morsures jusqu'au sang. Et là, je ne vous parle que de la violence physique, parce qu'il y a aussi la violence psychologique, des insultes. Écoutez bien ça, on est dans une école primaire. Et là, je m'excuse d'avance pour ce que je vais dire, mais je pense que c'est important que les gens qui nous écoutent réalisent ce qui se passe dans nos écoles publiques. Sale chienne, grosse pute, je vais te tuer ma calisse. Je vais te sodomiser jusqu'à ce que tu enseignes. Des enfants là, on est dans une école primaire. 9, 10, 11 ans. Ça, c'est une de mes visites. Dans une des écoles, j'en ai fait plusieurs depuis le début de l'année scolaire. Donc, on parle pas juste d'un enfant qui dit « Ah, madame, t'es niaiseuse ». Je veux dire, on est dans un niveau de violence verbale et physique extrêmement troublant. C'est en explosion et on peut pas accepter. Bien sûr que des profs travaillent dans des conditions comme ça, mais on peut pas accepter que des enfants grandissent et essaient d'apprendre dans des conditions comme celle-là. Donc, quand on parle de violence dans les écoles,
ce dont on parle, c'est du climat, bien sûr, d'enseignement des profs, mais c'est du climat d'apprentissage des élèves dans nos écoles publiques. Dans cette école primaire-là, la police est entrée plus que 5 fois depuis le début de l'année dans une école primaire, des interventions de la police. C'est incroyable. On ne peut pas accepter ça en 2025 dans une société comme la société québécoise. Les enseignantes qui donc que tu rencontres en fait dans cette tournée et qui par exemple comment ils décrivent les impacts que ça a, parce que ça il y a beaucoup des termes c'est à l'égard d'un personnel qui est majoritairement féminin, j'ai l'impression. Comment est-ce qu'elles réagissent? Comment est-ce qu'elles tentent de contrôler ou de minimiser? J'aimerais un peu voir la réaction du professeur là, qui est victime ou en fait confronté à ce type de... Ce que les profs me disent d'abord, c'est que la violence physique ou les éruptions comme ça de violence des enfants, quand un jeune, parce qu'il a des problèmes, parce qu'il souffre, se met à lancer des tables puis à lancer des chaises, il faut que tu vides la classe. Puis si tu vides la classe, donc tu retires les autres enfants de la classe parce que tu peux pas comme professeur directement aller t'en prendre physiquement à l'élève, donc tu retires les autres enfants de la classe. S'il faut faire ça 1 fois par jour, 2 fois par jour ou plusieurs fois par semaine, ça c'est du temps d'enseignement qui est perdu pour les autres enfants. Donc le premier impact c'est celui-là. Tout le temps qui est consacré à la gestion de cette violence-là, c'est du temps d'enseignement de qualité qui est retiré aux autres enfants. C'est du temps où les enseignants font pas leur job, c'est-à-dire enseigner parce qu'ils sont en train de gérer des situations de débordement, des situations de crise, des situations de violence. L'autre impact, c'est sur la santé mentale, la santé physique des profs. Il y a 1300 profs qui ont démissionné au Québec l'an dernier. Ça, c'est une augmentation de 67% en 5 ans. Qu'est-ce qu'on remarque au même moment? C'est les déclarations pour des accidents du travail en éducation liés à la violence qui sont en explosion, elles aussi, dans les dernières années. Il y a clairement un lien entre les deux. Ce que je suis en train de dire, c'est que ce climat d'apprentissage-là qui se dégrade, ça contribue à ce qu'on perde des profs à chaque année. On n'a pas une pénurie de profs au Québec. On a une pénurie de profs qui restent dans le réseau d'éducation publique. Et pourquoi est-ce que ces profs-là quittent? Parce que leurs conditions de travail, leurs conditions d'enseignement sont devenues souvent absolument invivables. Par-delà l'observateur Gabriel Nadeau-Dubois, il y a l'homme politique. Tu fais cette démarche-là certainement pour plusieurs raisons très nobles, mais il y a aussi, j'imagine, le fruit d'une réflexion sur les solutions qu'on peut amener à ça. Demain matin, avec le pouvoir d'un ministère de l'Éducation, qu'est-ce qu'on devrait ou pourrait faire pour ralentir cette augmentation dans un premier temps, puis éventuellement même y mettre fin, Gabriel Nadeau-Dubois? La violence dans nos écoles, c'est un phénomène qui a plusieurs causes. Alors, il n'y aura pas une seule solution. Du langage comme celui que j'ai cité tantôt, c'est assez facile de savoir où les jeunes entendent et ont contact avec ça. C'est souvent sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est clairement, il y a une partie de la solution dans ce sens-là. Sinon, de manière générale, on est dans une société de plus en plus violente. Et donc, il faut pas nécessairement se surprendre que cette violence-là qui augmente partout dans la société, en ligne et dans la réalité, se répercute à l'intérieur de nos écoles. Donc, il n'y aura pas une seule solution qui va régler tout ça. Mais je sais une chose. Tu parles de réseaux sociaux. Pierre Saint-Paul Plamondon a avancé l'idée d'interdire, l'Australie l'a fait, d'interdire les réseaux sociaux aux jeunes de moins de 14-16 ans. Est-ce que c'est quelque chose qui semble une piste intéressante? Il y a une discussion à avoir sur l'âge, mais une chose est sûre, les impacts de l'exposition prolongée et incontrôlée des enfants aux médias sociaux, c'est de plus en plus documenté par la recherche, par la science, et c'est certain dans mon esprit qu'il va falloir faire quelque chose en ce sens-là. Ceci étant dit, est-ce que c'est le rôle de l'État? Je peux finir le point. Là, mais... je pense qu'il y a certaines choses qui relèvent de politique publique. Par exemple, ce qu'on a fait en retirant les téléphones cellulaires dans les écoles. Il y a quelque chose qui va aussi revenir à des normes, peut-être, disons, des recommandations de santé publique. Donc, je pense qu'il va falloir un mélange de recommandations, de sensibilisation des parents et aussi de certaines politiques publiques. Il va falloir un mélange de tout ça, comme on l'a fait avec la cigarette, par exemple. Ça n'a pas juste été par des lois, il y a eu aussi de la sensibilisation. Donc, il y a toute une série de moyens qu'il va falloir déployer pour limiter les impacts négatifs des réseaux sociaux sur les jeunes. Mais si on ferme la parenthèse, sur la violence à l'école, tout ça, c'est des solutions à moyen long terme. À court terme, là, ici, maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour essayer de freiner cette explosion de la violence-là? Il y a une chose qui est absolument essentielle, c'est faire de la prévention. C'est quoi de la prévention? Moi, j'ai rencontré il y a quelques semaines une technicienne en éducation spécialisée qui travaille dans les écoles depuis plus de 25 ans. Puis elle me disait, Gabriel, moi, quand j'ai commencé mon métier, là, quand on voyait les jeunes débarquer de l'autobus scolaire le matin, les petits gars, les petites filles, là, quand on les voyait débarquer, on les regardait, puis on le voyait dans leur regard. Les petits gars, les petites filles qui avaient passé
une mauvaise soirée ou une mauvaise fin de semaine, puis on les connaît avec le temps dans une école, on voyait qu'ils étaient tout près d'éclater. Puis on avait le temps à l'époque, parce qu'on était assez nombreuses sur le terrain, d'aller les chercher à la sortie de l'autobus scolaire et de leur dire, viens passer un petit 10, un petit 15 minutes avec moi, on va jaser de ce qui se passe dans ta vie. Et ça permettait comme ça de faire redescendre les enfants, et souvent, mais la journée se passait bien. Dans les dernières années, et jusqu'à l'an dernier, on a coupé dans les budgets pour embaucher, par exemple, des techniciens en éducation spécialisée, mais aussi des orthophonistes, des orthopédagogues, des psychologues, tout le personnel qui entoure les profs pour permettre de les libérer de ces affaires-là puis que les profs puissent enseigner. Donc, une chose est sûre, ce travail de prévention-là de la violence, d'aller les voir, là, les petits gars et les petites filles dont on sait qu'ils sont toujours à peut-être un élément près de tomber de l'autre côté. Mais ce temps-là, en ce moment, le monde dans nos écoles, ils n'ont plus le temps de le faire. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il manque de personnel. Il faut embaucher d'urgence du monde sur le terrain pour aller aider ces enfants-là, pour les accompagner puis éviter des explosions de violence. Porte-parole en éducation, c'est ça le bon terme de Québec solidaire. J'interpelle maintenant le porte-parole. On a récemment eu droit à un remaniement à Québec. Sonia Lebel a remplacé Bernard Drinville à l'éducation. Ouais. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'était une bonne... L'attitude a changé. Oui, l'attitude a changé. Je pense je suis pas le seul à le dire. On sent chez Madame Lebel de l'écoute, de la sensibilité, puis un certain pragmatisme aussi. Elle a à peu près 300 jours de mandat devant elle. Elle sait qu'elle va pas, et je pense que c'est réaliste de sa part, tout changer. Elle dit, je veux être capable d'agir sur des éléments concrets. Je pense que ce dont on parle, vous et moi, aujourd'hui, c'est un élément concret. Oui. Il y a un budget qui s'en vient, là. Elle peut aller chercher des sommes supplémentaires pour au moins annuler les coupures de l'an dernier et qu'on envoie sur le terrain de nos écoles des renforts. On parlait donc de techniciens en éducation spécialisée, d'orthophonistes, de psychoéducatrices, de psychologues, des gens qui vont aller aider ces jeunes-là. Parce que je veux le rappeler, là, il s'agit pas de faire le procès des enfants. Un enfant de 10 ans qui est violent, là, c'est parce qu'il y a quelque chose dans sa vie qui va pas. C'est parce que c'est un enfant qui souffre et c'est le rôle de l'école publique d'essayer d'aider ses enfants. Encore faut-il avoir des gens dont c'est le travail de le faire. Puis le travail d'une enseignante, là, c'est pas censé être ça. C'est censé d'apprendre à lire, à écrire, à compter. D'enseigner. C'est pas censé d'être de gérer des chaises qui revolent à travers un local. Puis c'est ça qui se passe en ce moment dans nos écoles. Gabriel Nadeau-Dubois, on est à la fin de l'année 2025. Toute la semaine. J'ai une semaine de gloire, moi, pour animer l'émission du retour. C'est le temps qu'on m'a imparti. C'est l'heure des bilans. Ce qui est une période que j'aime particulièrement, faire le bilan. Bilan de Québec solidaire, ça se fait pas en 3 minutes, mais dans la dernière année, tu as annoncé que tu allais quitter cette formation politique. Je pense que ça a été une décision mûrie, mais en même temps difficile à prendre. Oui, je sais pas, dans la tête des gens, il y avait quasiment le Québec solidaire et Gabriel Nadeau-Dubois, ça allait de pair. Si t'avais qu'est-ce que tu retiens d'année 2025 finalement en politique là? Oui, sur le plan personnel, ça a été une année extrêmement importante. À la toute fin de 2024, j'ai eu ma deuxième fille, donc je suis revenu de mon congé parental. Louise, la deuxième. Je suis revenu donc de congé parental en mars 2025. Puis à ce moment-là, j'ai annoncé que je tournais la page sur l'engagement politique. Énorme décision, mais décision bien mûrie. J'ai donné près de 15 ans de ma vie là à l'engagement social, à l'engagement public, politique. J'ai fait un bon bout de chemin, mais les deux dernières années ont été difficiles, ont été compliquées sur le plan politique à l'intérieur de Québec solidaire, puis ça a bien sûr eu des impacts sur le plan personnel. Donc, moi, j'étais rendu là. Ceci étant dit, j'ai décidé de me consacrer d'ici la fin du mandat à la question de l'éducation, qui est vraiment qui est l'enjeu fondamental qui m'a amené en politique. Pour moi, l'éducation publique, c'est l'institution qu'on s'est donnée pour essayer de donner le plus possible des chances égales à tout le monde au Québec de réussir sa vie. C'est extrêmement ambitieux comme idéal, mais moi, je pense que l'école publique en est capable. Encore faut-il la chérir, la valoriser, bien la financer. Donc, c'est à ça que je me consacre d'ici la fin de mon mandat en octobre 2026. Moi aussi, il me reste à peu près 300 jours. Donc, c'est pour ça que je passe mon temps à aller sur le terrain dans les écoles, rencontrer les profs, rencontrer les professionnels, les gens qui essayent de faire fonctionner nos écoles publiques. Ça me garde motivé. Je me sens utile dans ces fonctions-là et ça me permet de découler la fin de mon mandat comme ça, ni en me tournant les pouces, ni en me sentant dans les pattes du nouveau leadership de Québec solidaire. Tu dis fin d'une
présence publique, mais après, on verra bien quelle j'ai présence 35 ans, donc quelle je présence promets pas de publique. disparaître. Mais disons que l'engagement politique, c'est Je termine avec une petite... on joue à la balle molle. Dans la presse ce week-end, tu as donné une entrevue concernant tes habitudes de Noël. Oui. Et tu as dit que ton album préféré, c'était l'album de Ginette Renault. Ben oui. Je te trouve jeune pour être un grand fan de Ginette si Renault. vous saviez comment j'ai des goûts qui sont pas toujours cohérents avec mon âge. L'amour de Ginette Renault, Gabriel moi, j'aime la musique de Noël classique. J'aime les vieux classiques. Je suis pas trop les nouvelles affaires. Je trouve ça toujours un peu cheap. Fait que Ginette Renault, pour moi, c'est comme un album classique. C'est une voix qui est chaleureuse. Donc, on a fait le sapin en fin de semaine à la maison. Puis c'était ça qui jouait. Ma blonde est moins fan que moi. Moins fan. Mais moi, Et les filles, pas encore assez... moi, Hélène, tant que je mets le petit Renault Nero, j'ai contente. Très bien. La différence d'interprète, elle fait pas trop de chichi encore avec ça. Gabriel Nadeau-Dubois, merci beaucoup pour cet échange très intéressant. Évidemment, vous pouvez lire cette étude qui est parue ces derniers jours de la Fédération autonome d'enseignement qui porte sur la violence dans les milieux scolaires. Le porte-parole en matière d'éducation, Gabriel Nadeau-Dubois, nous a aidé à y voir plus clair. Merci. Merci, Francis. Au plaisir.